présente 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, chers auditeurs. Dans l'univers, il n'y a pas que les étoiles qui se comptent par milliards, il y a aussi les années. 13,8 milliards d'années se seraient écoulées depuis le début de notre univers. 4,5 milliards d'années depuis la naissance du Soleil et de la Terre. Des chiffres astronomiques comparés aux ridicules 300 000 ans d'existence d'Homo sapiens. Mais est-on vraiment sûr que ces milliards d'années se soient écoulées ? Est-ce le temps qui s'écoule inéluctablement à travers les âges, ou bien est-ce nous qui nous écoulons dans le temps ? Et dans tous les cas, pourquoi est-ce que cela s'écoule toujours dans le même sens, du passé vers le futur ? Pourquoi ne peut-on pas fermer le robinet, ou bien remonter le courant, du futur vers le passé ? Et d'abord, quel est ce mystérieux moteur du temps qui engendre cet écoulement ? Si le temps a une source, un début, aura-t-il aussi une fin ? Va-t-on, au sens propre du terme, vers la fin des temps ? Ces questions, vous êtes sans doute nombreux comme moi à vous les être déjà posées. Les philosophes les explorent eux depuis des milliers d'années sans jamais avoir trouvé de réponse définitive. Peut-être parce que la question est mal posée, peut-être que cette chose étrange qu'est le temps dépend plus de notre perception et de notre cerveau que du monde extérieur. La science en tout cas a beaucoup de choses à dire sur le temps et s'est construite comme souvent contre le sens commun. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir un spécialiste du temps, Carlo Rovelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur à l'université d'Aix-Marseille au Centre de physique théorique, où vous travaillez sur la gravité quantique à boucle, et vous avez publié de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, dont L'Ordre du temps, qui a été publié et traduit en français en 2018 chez Flammarion, et dernièrement Écrit Vagabond, tout juste paru en octobre dernier, également chez Flammarion. Vous écrivez dans L'Ordre du temps que vous avez passé votre vie entière à réfléchir, à étudier la structure physique du temps. Et d'abord, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question. D'où nous vient collectivement et d'où vous vient cette passion, cette fascination pour le temps ? Vaste question. Vaste question, oui. Et c'est deux questions différentes. C'est d'où viennent pour moi et d'où viennent pour nous tous. Moi, j'étais toujours fasciné par le temps. Depuis que j'étais adolescent, je pense. Il y a quelque chose d'étrange dans le passage du temps, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et après, j'ai un peu oublié cette question. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à étudier la physique. Après quelques années, j'ai étudié la physique d'Einstein. Ouais. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses étranges dans le temps. Le temps ne se passe pas comme on pense d'habitude qu'il se passe. Et après, l'année suivante, je me rappelle très bien, je suis tombé sur un article écrit par un Anglais qui s'appelle Chris Isham, qui parlait des problèmes ouverts au cœur de la physique contemporaine. Et entre ces problèmes ouverts, il y avait la gravité quantique. Et l'article expliquait très bien qu'on n'a pas encore bien compris comment le temps et l'espace marchent. C'est une des vastes questions qui reste aujourd'hui dans la physique contemporaine. C'est une question qui reste ouverte. Donc là, ça un peu fait boum tout ensemble. C'est-à-dire mes confusions d'adolescent, les découvertes, les choses encore... J'ai dit, ça c'est formidable, je vais étudier ça. Et depuis lors, j'étais fasciné. Et plus j'ai appris les choses merveilleuses qu'on connaît déjà sur le temps, mais aussi les choses qu'on ne connaît pas encore, et je voulais comprendre mieux. Ça, c'est pour moi. Mais vous m'avez aussi demandé pourquoi tout le monde s'intéresse. Ouais. Et là, je pense que la réponse est différente. Parce que le temps, pour nous, c'est très émotionnel. On ne peut pas être neutre sur le temps. Parce que le temps, finalement, c'est ce qui nous fait vivre. On vit dans le temps, ce qui nous amène le futur. Donc le futur nous attire, mais nous angoisse aussi. Et le passé, c'est notre richesse, mais c'est aussi ce qu'on perd. Donc parler du temps, ça veut dire d'avoir des choses et de perdre des choses. Et ça veut dire qu'on perd tout. Parce que tout ce que nous avons, on va le perdre parce que le temps va passer. Donc... c'est au cœur de nos souffrances, dans un certain sens. Ça nous touche profondément. Bon, alors on va essayer de parler du temps sans trop souffrir, sans trop rentrer dans la nostalgie. Voilà, mais il y a ce côté émotif dans le temps qui est aussi là. Et je pense que c'est ça qui nous fascine. Bon, vous disiez que le temps vous a fasciné, vous personnellement, notamment quand vous avez étudié Einstein et que ça avait un petit peu bouleversé ce que vous pensiez peut-être, vous, en tout cas ce que beaucoup de gens pensent du temps. Et dans votre bouquin, notamment L'Ordre du temps, vous évoquez ça, le fait qu'aujourd'hui on pense le temps de la façon dont Newton le pense. C'est lui qui a vraiment un petit peu uniformisé notre façon de penser le temps.
en introduisant le temps t, la variable t dans ces équations. C'est l'idée qui prédomine aujourd'hui, c'est ça, c'est que le temps, c'est cette variable inéluctable, constante et comme un long fleuve tranquille, comme je disais un petit peu en introduction. Oui, et le faire remonter à Newton, ça veut dire aussi se rendre compte que cette image du temps, ce n'est pas immédiate chez nous. C'est le résultat de notre éducation, largement. Parce que si on y pense, notre expérience immédiate, le temps est assez flexible. Non, il y a des heures qui sont plus ennuyantes et plus longues, des heures qui passent plus vite. Donc, notre expérience du temps, le temps est flexible. Mais on apprend à l'école que, bon, ça c'est de la psychologie. Finalement, derrière ça, il y a des horloges. Tous les horloges mesurent le même temps. Le temps est une variable unique. C'est le même temps dans tout l'univers. Qui est un peu représenté avec cette longue ligne, le passé, le présent, le futur. Donc on construit une idée du temps très claire, qui est l'idée newtonienne du temps. C'est quelque chose qui s'écoule de façon indépendante de tout, même si rien bouge, se passe. Et ça, c'est l'idée qui est devenue notre façon commune de penser au temps. C'est le temps mesuré par les horloges. Qui était assez efficace, puisque la physique de Newton nous a permis de faire beaucoup d'avancées. Donc c'est une espèce d'approximation qui marche bien. On va voir que c'est une grosse approximation. Avant Newton, on pensait le temps différemment, ce que vous disiez, et vous opposez dans votre ouvrage deux visions du temps qui préexistaient auparavant. Donc celle de Newton, de ce temps, cette longue flèche du temps, inflexible et finalement qui est indépendante des choses, et le temps tel que le pensait Aristote, qui est peut-être un temps plus intuitif, c'est-à-dire que Aristote dit que le temps n'est que la mesure du changement, c'est-à-dire que finalement, quand on essaie nous de penser au temps, on peut pas, c'est impalpable, on va dire, bah oui, on voit l'horloge qui bouge, on voit le soleil qui descend, mais finalement tout ce qu'on voit c'est du mouvement, c'est pas du temps. Oui, et ça, si on y pense, est la façon plus ancienne de voir le temps, plus naturelle pour les hommes finalement, parce qu'on voit jamais le temps, bien évidemment. Ouais. On voit les jours et la nuit, le jour et la nuit, le jour et la nuit. On voit le soleil plus haut, plus bas. L'heure de la journée, c'est la position du soleil. Et les années, c'est combien de tours a fait le soleil autour de nous, ou combien de tours a fait la Terre autour du soleil. Donc, on case les événements les uns par rapport aux autres. Et la location des événements les uns par rapport aux autres, c'est le temps. Donc, la grande différence entre les deux façons de passer le temps, c'est la suivante. Si on pense à l'Aristote, le temps, c'est le changement des choses. C'est le soleil qui bouge, ou autre chose qu'on utilise comme référence. Donc, si rien ne bouge, si rien ne se passe, il n'y a pas du temps. Et c'est Newton qui a introduit cette idée que le temps passe en soi, par lui-même, même si rien ne bouge. Si j'imagine de bloquer toute la matière de l'univers, que rien ne passe, pour Newton, le temps continue à passer, parce que le temps existe en soi, avant tout le reste. Pour Aristote, et pour l'intuition originale, c'est pas comme ça. Aristote le dit explicitement. Si je me mets dans une chambre vide et mobile, j'ai quand même l'impression que le temps passe. Mais c'est parce que mes pensées continuent quelque chose continue à se passer quand même dans mon cerveau. Donc, le temps de notre expérience, c'est toujours des choses qui se passent. Oui, et la vie, de toute façon, c'est du mouvement. Tant qu'on est en vie, c'est qu'il y a forcément du mouvement dans notre corps. Oui. Donc, on ne peut pas s'extraire de ce mouvement de toute façon. Il y a forcément un mouvement qui est présent. Exactement. Et le temps, c'est la mesure du mouvement. Donc, quand on dit une quantité de temps, on est en train de dire une quantité de choses qui se sont passées, et on utilise certains mouvements comme référence par les autres. Alors, typiquement, on utilise la position du soleil, le nombre de jours, ou la position des horloges. Par exemple, dire j'ai fait un footing d'une heure, ça veut dire j'ai fait un footing pendant le temps que l'aiguille a mis. Elle passait de 13 à 14 sur l'horloge. C'est la seule définition qu'on a du temps. C'est la seule définition qu'on a du temps, ouais. Et Newton introduit cette idée du temps en soi, qui est indépendant, même s'il n'y a pas d'horloge qui le mesure, ou s'il n'y a pas de soleil qui bouge, et qui est le même pour tout le monde, qui est absolument universel, qui est le même partout dans l'univers. Les horloges cherchent de l'approximer au mieux possible, et donc ils sont tous les mêmes. Et donc, entre un événement et l'autre, tous les horloges mesurent le même intervalle. Et c'est une idée du temps qui... C'est pas fausse, dans le sens que ça marche très bien pour faire la physique, pour faire marcher les trains, pour nous, on avait rendez-vous à une certaine heure, on s'est retrouvés ensemble, donc ça marche. Mais comme vous avez dit il y a quelques minutes, c'est une approximation. Le monde n'est pas vraiment fait comme ça. Alors, parce que justement, cette dichotomie Aristote-Newton était très bien jusqu'au moment où Einstein est arrivé. Il y a un petit peu
jouait le rôle d'arbitre en disant vous avez un petit peu raison tous les deux, un petit peu tort tous les deux. Le temps relativiste d'Einstein, il reprend de Newton cette idée que le temps est indépendant des objets, il existe en soi indépendamment du mouvement des objets, mais en même temps il n'est pas du tout universel. C'est ce que dit Einstein dans sa relativité générale. Oui, Einstein a fait deux découvertes majeures, une en 1905 et 1915. On les appelle aujourd'hui les deux théories d'Einstein, la relativité restreinte et la relativité générale, et tous les deux ont été un changement de la façon dont nous pensons le temps. Et tous les deux changent, un peu la première, encore plus la deuxième, l'idée du temps newtonien. Et ce que s'est passé après Einstein, c'est qu'on a continué à faire des mesures de plus en plus précises et on a découvert qu'effectivement le monde se passe comme Einstein avait justement déduit. Donc, c'est pas qu'on y croit parce qu'Einstein l'a dit. Einstein, c'est un type n'importe qui pouvait dire n'importe quoi. On y croit parce qu'on mesure. Ça a été mesuré expérimentalement. C'est mesuré expérimentalement. Donc, on part de faits maintenant, pas de théorie et pas d'idées d'Einstein. Ce sont des faits réels. Alors, on a déjà un petit peu parlé d'espace-temps dans d'autres émissions, notamment sur les trous noirs, où forcément la question est inévitable. Pour nos auditeurs, si vous voulez vous replonger dans les trous noirs, vous retrouvez ça sur les plateformes. Pour redire en 2 mots, l'espace-temps d'Einstein, on prend souvent la métaphore de la nappe à carreaux, c'est-à-dire que l'espace-temps en lui-même est une structure, devient un objet physique qui peut être influencé notamment par la présence de masses importantes qui vont déformer l'espace-temps et donc, entre autres, déformer le temps. Exactement. L'espace-temps devient une chose, dans un certain sens. Einstein a utilisé la métaphore du grand mollusque. On est immergé dans ce grand mollusque qui est l'espace, mais effectivement l'espace-temps. Et donc, la quantité de temps qui passe, finalement, c'est une chose dynamique, comme la surface de la mer qui peut être plus en haut, plus en bas, s'il y a des vagues. Et quelque chose qui interagit avec la matière. Et selon qu'il y a de la matière ou non, ou selon qu'il y a une dynamique en soi, change. De la même façon qu'une boule de pétanque sur une nappe va creuser la nappe, l'espace-temps autour du Soleil va être déformé. Et c'est la raison pour laquelle, proche de la Terre, par exemple, le temps passe plus lentement que loin de la Terre. Donc, à la montagne, il y a moins de temps que plus en bas. Vous dites, pardon, que pour bien comprendre, le temps passe plus lentement quand on est plus proche d'une masse, c'est ça? Oui, un des effets des masses, c'est de ralentir le temps. Donc finalement, on vieillit plus vite à la montagne qu'au bord de la mer. C'est ça. Ouais. On vieillit plus vite à la montagne qu'au bord de la mer. Bon on a plus de temps à la montagne. C'est-à-dire, si on se sépare et vous allez à la montagne, on se revoit. Et pour vous, plus de temps passé que pour moi. Alors, la différence est très petite, bien évidemment. Mais si on était près d'une étoile plus lourde, cette différence était plus forte. Et si on était près d'un trou noir, ce serait énorme, cette différence. Vraiment énorme. Donc, en principe, je peux prendre un vaisseau spatial, aller très près d'un trou noir, attendre 10 minutes, sortir, et je suis 3000 ans dans le futur. Comme dans le film Interstellar, où il s'approche d'un trou noir et il vieillissent énormément. Un trou noir, cette partie-là de film est très correcte. Et ce ne sont pas des spéculations, c'est des choses qu'on sait. Après, dans le film, il y a d'autres choses qui sont des fantasies. Un peu plus de science-fiction. Beaucoup, oui, mais cette partie-là, c'est précis. Vous dites aussi une chose intéressante dans votre bouquin, je trouve qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'effectivement, cette déformation de l'espace-temps explique la chute des corps. Donc, on remplace la force de gravité de Newton par la déformation de l'espace-temps. Et en fait, vous dites, on a intuitivement l'image que c'est l'espace déformé qui fait chuter les corps. En fait, vous dites que c'est aussi le temps qui fait chuter les corps, le temps qui passe différemment, qui passe plus lentement en bas fait chuter les corps, un peu comme un baigneur qui courve dans l'eau, et ses pieds dans l'eau seront plus ralentis que sa tête qui est dans l'air, et ainsi sa tête va basculer dans l'eau, et je trouvais l'image très parlante. Ça montre que c'est le temps qui fait lui-même chuter les corps vers le bas. Oui, je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas plus souvent, parce que finalement, quand on étudie la relativité générale, on le voit ça dans les équations. C'est-à-dire, dans le contexte de la relativité générale, si je veux retrouver la force de Newton, la force de gravité qui fait tomber les choses, j'écris la métrique de l'espace-temps, donc j'écris la forme de l'espace-temps, et je regarde que la première correction, et cette première correction, c'est le ralentissement du temps près d'une masse. Donc finalement, tout ce qui se passe, c'est pas la déformation de l'espace qui compte, c'est le ralentissement du temps. Le fait que près de masse, il y a moins de temps, a comme effet que dans l'espace-temps, au lieu de bouger tout droit, on choisit le parcours plus court que ne plus
celui plus droit. C'est un parcours qui courbe. Qui est courbé vers la masse. Vers la masse, ouais. Et finalement, c'est un peu... Il y a une autre métaphore que j'utilise. Si on regarde sur une carte géographique le parcours qu'ils font les avions, c'est un avion qui va de Paris à New York, on voit dans une carte géographique qu'il ne va pas droit. Il va au nord, après il retourne en bas. Mais pourquoi il va au nord et retourne en bas? Pourquoi il fait ce parcours plus long? Mais non, ce parcours, ce n'est pas plus long. C'est à cause du fait que la Terre est courbe, et donc le parcours plus court, c'est vraiment celui qui va à nord et revient. Et donc, un caillou qui, je le jette à l'eau, il va à l'eau et retombe, c'est la même chose. Il monte là à l'eau parce qu'il a un peu plus de temps là, donc ça lui convient, c'est plus convenable pour lui. C'est comme si on voyait le monde, nous, comme un planisphère, alors qu'en fait, il était comme un globe et qu'on ne voyait pas cette déformation. Exactement. Donc, nous ne voyons pas la courbure de l'espace-temps, mais nous voyons l'effet de la courbure de l'espace-temps, et en particulier le ralentissement du temps, et c'est le fait que les choses tombent. Alors, c'est déjà une pierre qui tombe dans le jardin de Newton, puisque donc le temps devient absolument relatif. Il n'est plus le même pour tout le monde, suivant qu'on soit près d'une masse ou pas. Et donc, ça nous amène à la conclusion, c'est que vous écrivez que chacun a son propre temps, a son temps propre. On n'a plus de temps universel. Ça devient un temps qui est propre à chacun. Oui, et ça, c'est encore de la relativité générale. C'est une théorie qu'il y a un siècle qui est très bien établie, qui a fait ses preuves largement. Donc, c'est quelque chose qu'on sait de comment le monde marche. Entre deux événements, l'intervalle de temps, la quantité de temps, dépendent de comment j'ai bougé. Et donc, il n'y a pas un temps universel. On a fait l'expérience avec des horloges très précises, l'une dans l'espace. On le voit. Non, aujourd'hui, on le voit dans un laboratoire. On peut le voir à 1 mètre de différence d'altitude avec les horloges. Les premières preuves expérimentales, c'était dans l'espace avec des avions dans les années 70. Et là, 50 ans sont passés. Les horloges ont monté en puissance de façon incroyable. À 1 mètre près, on voit la différence. On voit la différence du temps entre ce qui se passe sur cette table et ce qui se passe en bas à côté de mes pieds. C'est incroyable. On a la preuve expérimentale, donc ce temps n'est plus universel. On a un temps propre pour chaque personne. Chaque endroit a son temps et chaque façon de bouger a son temps. Donc chaque parcours, chaque chose qui bouge a son propre temps. Donc il ne faut plus penser le temps à la Newton comme une seule variable qui régit le passage du monde, mais il faut penser comme chaque trajectoire, chaque objet a son propre temps, qui s'appelle techniquement le temps propre, justement. Et finalement, ce qu'Einstein nous donne, c'est la relation entre tous ces temps propres. Comment ils se mettent ensemble, et c'est ça que les équations d'Einstein décrivent. Et une autre façon de le dire, c'est qu'il n'y a plus de point de repère, il n'y a pas un temps référence qui serait le temps par rapport auquel on mesurait les choses. Si j'ai mon cousin qui va très vite près d'un trou noir et qui revient, et que pour lui il s'est passé 50 ans et que pour moi il s'est passé beaucoup moins de temps, il n'a pas une des deux durées qui est la bonne et l'autre serait plus longue ou plus courte. Les deux durées sont tout aussi valables. Exactement. Et donc voilà, tout se vaut et tout est relatif finalement. Dans ce sens-là, tout est relatif. C'est-à-dire le passage du temps, c'est très relatif à comment on bouge. Alors voilà pour déjà une première déconstruction temporelle. Il y en a une autre que vous évoquez qui est celle de la flèche du temps. C'est-à-dire qu'on a, pareil, dans le sens commun, on a tendance à constater que le temps va toujours dans le même sens, du passé vers le futur. Et vous le disiez, c'est lié à notre affect. On est souvent nostalgique ou on peut penser au passé qui est perçu comme totalement inaccessible et définitif, alors que le futur est incertain. Or, ce sens du temps n'est pas du tout inscrit dans la plupart des équations. Vous dites que dans les équations de Newton, comme d'Einstein ou de la mécanique quantique, le temps t, il n'indique pas qu'on ne peut aller que dans une seule direction. On pourrait théoriquement aller dans les deux directions. Oui, ça c'était une autre grande surprise qui est venue de la physique. Personne ne s'attendait à ça. Et c'est des choses qu'on a compris sur le monde au 19e siècle surtout, mais aussi durant le 20e. Et on comprend beaucoup, mais il y a aussi quelque chose qu'on ne comprend pas encore là. Et ce qu'on a compris, c'est 2 passages. D'abord, quand vous dites toutes les équations fondamentales de la physique ne font pas distinction entre le futur et le passé. Alors ça, c'était vraiment surprenant parce que pour nous, le futur et le passé sont complètement différents, évidemment. J'ai des photos de moi jeune, je n'ai pas des photos de moi vieux. Pourquoi je me rappelle le passé, pas le futur. Donc il y a une évidente différence entre... Si je regarde un film au contraire, je rigole, il y a tout faux. Ça ne marche pas, Ça ne marche pas.
Mais alors, pourquoi les équations fondamentales de la physique ne font pas la distinction entre le futur et le passé? Alors, il se trouve qu'il y a une équation qui fait la distinction. Une seule, c'est ça, ouais. Une seule, qui est dans la thermodynamique, la science de la chaleur, qui est l'équation qui dit comment on change l'entropie. L'entropie, grosso modo, c'est la chaleur divisée par la température. Et qui dit que l'entropie monte vers le futur et diminue vers le passé. Et effectivement, et ça c'est quelque chose qu'on ne remarque pas souvent, tous les phénomènes où je peux faire une distinction entre le futur et le passé, il y a de la chaleur. Il y a toujours du frottement. Et c'est ça qui fait la distinction entre une évolution future et un passé. Tous les phénomènes où il n'y a pas de chaleur, pas de frottement, pas de dispersion, si je prends un film et je projette le film au contraire, il n'y a rien d'étrange. Autrement dit, vous me parlez de cette entropie, c'est l'entropie est la seule chose qui soit vraiment irréversible dans les équations. Oui, exactement. Alors, jusque-là, c'est très bien. On a compris, il y a une loi fondamentale qui dit que l'entropie monte, c'est ça qui fait... Et donc l'entropie, pour être sûr de bien comprendre, vous dites, l'entropie, ça dit la chaleur ne peut pas aller d'un corps froid à un corps chaud. La chaleur va toujours vers le corps froid. Oui, ça c'est une des façons de la formulation de la deuxième loi de la thermique, cette loi qui fait la distinction entre le futur et le passé. Un caillou peut tomber, mais je peux le lancer vers le haut et peut monter. La chaleur passe du chaud au froid, mais pas au contraire. Ouais. Et par exemple, pour reprendre poursuivre cet exemple du caillou que vous donnez, vous dites sans entropie, le caillou il pourrait tomber par terre et rebondir indéfiniment vers le haut. Et vers voilà, ça c'est un exemple. Si je laisse tomber un caillou, il s'arrête. Ouais. D'accord ? Alors si je regarde le film au contraire, je vois qu'il y a quelque chose d'étrange. Parce que je ne vois pas les cailloux qui sautent tout seuls. D'accord ? Mais au moment où le caillou s'arrête, son énergie devient une énergie thermique. Il chauffe le parterre. Le sol, ouais. Le sol. Et c'est ce chauffement qui brise l'invariance par inversion du temps. Parce que comme il y a chaleur, il y a entropie, donc c'est irréversible. Et donc on peut la création de chaleur, c'est l'entropie, c'est l'entropie qui monte, et c'est l'irréversibilité. Alors, jusque-là, c'est pas mystérieux. On a tout simplement compris d'où vient la flèche du temps. Sauf que, et ça c'est où le mystère se rouvre à nouveau, peu après avoir compris ça, on a compris que la chaleur, c'est pas une chose, c'est le mouvement de molécules, c'est de l'énergie kinétique. Ouais. Et donc finalement, tout ce qui se passe avec la chaleur, on peut le décrire avec la mécanique. Mais la mécanique n'a pas une flèche du temps. Mais alors, d'où vient la flèche du temps? On retombe sur le même problème. Et on a compris, ça on a bien compris encore, que ce qui se passe, c'est qu'on commence par... quand il y a de la dispersion, quand la chaleur passe du chaud au froid, ou quand il y a du frottement et de l'énergie kinétique qui devient chaleur, ce qui se passe, c'est du désordre. On commence à ordonner et l'énergie passe de l'énergie kinétique de quelque chose à la chaleur qui est de l'énergie kinétique des molécules, mais sont beaucoup, donc c'est de la dispersion. Donc c'est du désordre. Bien, on a compris ça, mais ça ouvre un autre mystère. Donc là, pour faire un point d'étape, on en est à l'entropie qui est un passage de l'ordre au désordre. C'est-à-dire qu'on va toujours vers plus de désordre. Vers plus de désordre. L'entropie, c'est le passage vers le désordre. Ouais. Ce qui est très compréhensible. Un sucre dans un café, au début c'est bien rangé, il y a un beau carré de sucre. On met dans le café, on mélange, ça fait plus d'entropie. On ne revient pas en arrière. On ne peut pas revenir en arrière, ça c'est réversible. Ouais. Donc on a compris. Mais pourquoi, et ça c'est le mystère que s'ouvre, pourquoi les choses étaient ordonnées dans le passé? Alors si on regarde un phénomène particulier, c'est toujours parce qu'on les a ordonnées dans le passé, ou la nature les a ordonnées dans le passé. Mais ça veut dire que plus on va dans le passé, plus il y avait de l'ordre dans la nature. On dit techniquement que dans le passé, l'entropie était plus basse. Ouais. Donc l'univers a commencé avec très basse entropie. Et techniquement, c'est vrai. Et pourquoi l'univers a commencé ordonné? On ne sait pas. Là, on est arrivé au mystère. On retombe au mystère primordial. On retombe dans le mystère. Et moi, dans mon livre, je pars d'une hypothèse possible, mais c'est une hypothèse. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Oui, alors on va venir après aux hypothèses, on va pas trop spoiler pour l'instant. Pour bien comprendre, parce que c'est quand même assez technique ces questions d'entropie, vous explorez ça aussi avec des exemples sur l'univers justement, et vous dites que le Soleil est une source d'entropie basse par rapport à nous, puisque c'est des photons chauds assez bien ordonnés, et que quand ils arrivent sur Terre, il y a une dispersion, il y a une création de désordre avec tout ce qui bouge, nous y compris sur Terre.
Et donc, ce système crée de l'entropie qui va toujours dans le même sens. On a une source de basse entropie et une dispersion ensuite vers des photons plus Et tout forts. ce qui se passe, qui est ordonné dans le temps, dans la Terre, et en particulier toute la biosphère, toute la biologie, nous vivons dans le temps très ordonné. Non, nous, on est des poissons dans le passage du temps. Et c'est toujours du désordre. Et c'est toujours de l'entropie qui monte. Et donc, pour que les choses marchent, il faut de la basse entropie initiale. Il faut de l'ordre initial. L'univers, c'est du désordre, du désordonnement, je ne sais pas si c'est un mot français, continu. Et les gens disent surtout, pour faire marcher les choses, il faut de l'énergie. Mais ça, c'est pas correct, parce que l'énergie se conserver. Ça, c'est une des lois. C'est vrai en mécanique classique, en mécanique quantique, en l'énergie. En système fermé, l'énergie se conserve toujours. L'énergie se conserve. Donc, pourquoi on a besoin d'énergie si ça se conserve? On pourrait utiliser toujours la même, non? Donc, c'est pas l'énergie qu'on a besoin pour faire marcher les choses, pour faire vivre nous, pour faire tourner les moteurs. On a besoin de basse entropie. On a besoin d'énergie qui ne soit pas sous forme de chaleur, qui soit sous forme utilisable et qui enfin devienne énergie inutilisable, qui est la chaleur. Par exemple, du pétrole, c'est à basse entropie par rapport du pétrole, c'est de basse entropie. Donc on a besoin du pétrole parce qu'il a basse entropie, parce qu'il a l'énergie, pas parce qu'il a de l'énergie. Parce que si c'était suffisant d'énergie, on va dans le Sahara, c'est très chaud, il a plein d'énergie. Pourquoi on ne peut pas faire tourner le moteur avec la sable chaude du Sahara? On essaye avec des panneaux solaires, mais ce n'est pas forcément aussi efficace. C'est-à-dire que le panneau solaire, ça transforme la basse entropie. Le panneau solaire utilise le fait que les photons qui viennent du Soleil sont de basse entropie par rapport à la température ici ou par rapport aux températures froides du ciel. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des photons très chauds qui viennent du Soleil, la Terre chauffe et émet des photons froids vers le ciel noir. Et un photon chaud, ça correspond à une dizaine de photons froids. Et donc, il y a beaucoup plus d'entropie parce qu'il y a plus de configurations possibles. Ils sont 10 au lieu de 1. On a créé du désordre. On a créé du désordre. Et donc, dans ce processus de création de désordre, c'est ce qui donne le vrai moteur de la flèche du temps sur la Terre. Oui, vous dites c'est l'entropie qui entraîne le monde, c'est pas l'énergie. C'est l'entropie qui fait tourner la formule le monde, assez c'est pas jolie. l'énergie. Et donc, vous aviez-vous une théorie pour expliquer cette flèche du temps, enfin vous n'êtes pas le seul, qui serait celle finalement d'une vision biaisée de l'univers. On aurait l'impression que l'entropie serait vraiment très basse au début de l'univers par rapport à aujourd'hui, non pas parce qu'on serait dans une configuration absolument incroyable, mais parce que nous serions faits pour voir cette configuration particulière et pas voir les autres qui ne le sont pas. C'est assez conceptuel. Vous prenez la métaphore du jeu de cartes pour expliquer ça, disant par exemple que on a l'impression qu'un jeu de cartes est trié si toutes les cartes rouges sont en premier et les cartes noires derrière, mais que finalement toutes les configurations de cartes sont toutes particulières et que c'est que notre façon de voir les choses qui considère que tel rangement est plus particulier qu'un autre. Pour le début de l'univers, c'est pareil. On le voit à basse entropie parce qu'on ne voit qu'une certaine configuration. J'ai bon? Oui, vous avez très bien compris. C'est pas facile, c'est compliqué. Et d'abord, je pense qu'il faut dire que tout ce qu'on avait dit jusque-là, c'est de la science très bien établie. Maintenant, on fait un saut vers une hypothèse, une idée. Et donc, ça pourrait être vrai. J'espère que ce soit vrai. C'est une idée à laquelle je suis attaché. Mais on est loin d'être sûr que les choses soient c'est qu'une des hypothèses. Oui, c'est une des hypothèses. Et donc, l'idée, c'est que c'est celle qu'on a vue. Et la raison est la suivante. Oui, quand on parle d'ordre ou de désordre, d'entropie ou pas d'entropie, quand on parle de chaleur vers énergie mécanique, on est toujours en train de parler d'une description macroscopique du monde. Il n'y a pas de distinction entre énergie chaleur et énergie mécanique s'il n'y a pas de distinction entre macroscopique et microscopique. Alors macroscopique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a choisi de quelque façon un peu de variables et on ignore tous les autres. Et pourquoi on a choisi un peu de variables? Parce que l'interaction qu'on a avec un système physique, c'est seulement avec peu de variables. Moi, je ne vois pas
toutes les molécules individuelles dans un verre d'eau. Je ne vois qu'une vision très approximée. On dit que le verre d'eau est immobile, alors qu'en fait, on néglige les mouvements qui sont dans le verre d'eau. Le verre d'eau est mobile. En réalité, il y a des milliards de molécules qui courent très vite et je ne le vois pas. Donc, l'idée même de chaleur est née au moment où j'ai cette vision blurred en anglais. Flou. Flou. C'est une vision floue des choses. Et si on y réfléchit, l'ordre du temps existe seulement dans la vision floue. Parce que c'est dans la vision floue qu'il y a des processus qui se passent plus facilement et d'autres plus difficilement. Un verre qui se brise, c'est facile. Un verre qui se met ensemble, c'est difficile. Dans la vision complète, chaque histoire est improbable. Sont tous improbables, sont tous difficiles. Il n'y a rien de facile. Donc c'est la vision. Finalement, pour poursuivre cette métaphore, ce serait totalement impossible de reproduire exactement le même bris de verre qu'on a eu une fois. C'est un bris de verre qui est unique et qu'on ne pourrait pas refaire exactement à l'identique. Oui, ni en avant ni en arrière dans le temps. Également improbable de le faire dans le dérive. Ce serait aussi dur de refaire le verre en entier que de refaire le même bris qu'on a obtenu. Exactement. Donc on a le flou de penser que le verre est unique. Exactement. C'est le flou, la vision floue qui nous fait voir certaines histoires comprobables. Donc l'hypothèse, c'est que, et c'est une hypothèse courageuse, forte, que la flèche de temps ne dépend pas de l'état macroscopique de l'univers, mais dépend de comment nous le voyons. Et pourquoi nous le voyons comme ça? Parce que nous avons une certaine façon d'interagir avec l'univers qui choisit certaines variables, et c'est ce choix qui est particulier, pas l'état de l'univers. Donc c'est un phénomène, la flèche de temps, qui est de la perspective. Ça ne veut dire pas qu'il est faux, ça veut dire qu'il y a de la perspective. Ça dépend de notre interaction de l'univers. Un autre phénomène typique que l'humanité n'a pas compris pour très longtemps, et finalement on a compris comme la perspective, c'est le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est pas le soleil qui couche ou que se lève. Le soleil ne se couche pas, ne se lève pas, il est là. C'est la Terre qui tourne. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et donc, pour le comprendre, il ne faut pas regarder que le soleil, il faut regarder le soleil et nous. Donc c'est un phénomène réel, mais que c'est la perspective, le soleil comme il est vu par nous. Donc c'est vrai de dire qu'on voit le soleil se coucher. C'est vrai de dire. Mais c'est faux de dire si on regarde plus largement. Du soleil. Quelque chose qui est... Et donc c'est quelque chose qu'on comprend si on pense à nous-mêmes. Et pas nous-mêmes en tant que, je sais pas, pensée, esprit dehors de la nature. Nous-mêmes très, très naturels. Nous sommes assis sur un caillou qui tourne. Et je pense, j'ai l'hypothèse, je pense, avec d'autres, que quelque chose de similaire avec la flèche de temps. Donc c'est un phénomène qu'il faut comprendre sur la base de notre interaction avec la nature. L'entropie initiale de l'univers n'existe pas sinon quand je déclare des variables macroscopiques, une vision floue. Et c'est la vision floue qui est particulière, pas l'état initial de l'univers. Donc, en un sens, la flèche du temps serait en nous. C'est vraiment notre vision des choses qui donne cette flèche au temps. C'est ça. On reviendra peut-être un petit peu plus tard à cette flèche du temps qu'on a déjà bien écornée. Il y a une autre dimension qui est fascinante dans ce que vous écrivez, c'est à propos du présent. Vous dites que le présent lui-même n'est qu'une illusion, en tout cas le présent universel. Et là, vous revenez à Einstein, à la relativité restreinte, qui dit que la vitesse également change l'écoulement du temps, c'est-à-dire que celui qui bouge plus vite vieillit également vieillit moins, c'est ça, que celui qui bouge pas. Et donc on en revient à ce temps propre et à cette vision qui dit que le temps est vraiment propre à chacun et à chaque point de l'univers. Et donc, ça devient absurde, dites-vous, de s'imaginer, de vouloir penser ce qui se passe maintenant sur une exoplanète très, très lointaine. Il n'y a absolument pas d'instantanéité possible. Oui. Alors là, on revient avec les pieds par terre, dans le sens, on revient dans la physique établie. Donc là c'est des choses sûres. C'est des choses sûres, vraiment très sûres. C'est-à-dire certain comme on peut être certain de quelque chose en science. Mais en même temps, moi, je trouve que ça, c'est la conclusion la plus incroyable de toute la science moderne. Carrément. Oui, chaque fois que j'y réfléchis, j'ai dit merde. Le monde est vraiment étrange, même si c'est quelque chose qu'on connaît depuis plus que 100 ans. Parce que ça, c'est 1905. Voilà. Et une façon de le penser, c'est ça. C'est l'idée que nous avons une idée du présent qui vient tout simplement du fait que la lumière va très vite.
On ne voit pas la vitesse de la lumière à notre échelle. On ne voit pas la vitesse de la lumière. Le temps de la lumière pour passer de moi à toi et retourner en arrière, c'est quelques nanosecondes, et ça, c'est rien pour nous. Donc ça paraît instantané, en fait, pour nous. Et donc, je te vois maintenant, tu me vois maintenant, on se voit maintenant. On est tous dans le même maintenant, là. Mais on n'est pas tous dans le même maintenant, parce que la lumière prend du temps. Donc, on ne regarde que dans le passé. Et si on met ça... Alors, comment on y arrive, c'est un peu technique, il faudrait rentrer dans des détails. Mais si on met ça avec le fait que les horloges vont à des vitesses différentes, etc., la conclusion est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, l'idée du présent ne survit pas au découvert de la relativité. Donc l'idée qu'on puisse penser un présent commun, c'est seulement l'approximation qui vient du fait qu'on néglige la vitesse de la lumière. Donc la vitesse d'aller-retour de la lumière jusqu'à la Lune, c'est quelques secondes. Mars, ça peut être 15 minutes, une demi-heure selon où est Mars. Une planète longtemps, ça peut être des années. Une galaxie longtemps, c'est des millions d'années. Ça veut dire que pour une galaxie longtemps, il y a un passé. Ce que je vois et ce que je peux se passer avant que je la vois. Il y a un futur après le moment où eux, ils peuvent me voir. Mais entre les deux, il y a des millions d'années durant lesquelles c'est ni passé, ni futur, ni présent. Il n'y a pas un présent privilégié. Donc, il ne faut pas passer à la réalité tout entière comme l'univers est dans un certain présent, et après tout l'univers est dans un autre présent, et comme ça. Donc, mais alors pour bien comprendre, c'est pas une simple question de communication. C'est pas parce qu'il y a un décalage de communication qu'on peut pas. Non. On pourrait même pas se dire là je peux pas communiquer avec lui parce que c'est trop long, mais dans ma tête je peux penser à lui, elle peut penser à moi si c'est ma copine qui est sur une autre planète très lointaine. Ça marche pas de se dire ça non plus parce que les temps sont vraiment des temps propres différents. Oui. Et l'idée qu'il y a un temps commun dans l'univers, ça marche pas. C'est faux. C'est en contradiction avec ce qu'on sait de la physique. Il y a une phrase que vous avez qui explique bien ça, je trouve, qui compare ça finalement à l'espace. Vous dites ce serait absurde de dire je suis ici à Pékin en étant à Paris, ce serait contradictoire. De la même façon, c'est absurde de dire qu'est-ce qui se passe maintenant sur Mars. C'est tout aussi absurde parce que l'espace-temps est lié et que donc il n'y a pas deux endroits différents similaires, il n'y a pas non plus deux temps différents similaires. Exactement. Ça n'a aucune signification de se demander qu'est-ce qui se passe maintenant sur Mars ou sur une galaxie lointaine. Mais alors je me demandais s'il n'y a pas de maintenant, est-ce que ça a un sens de dire que l'univers a 13,8 milliards d'années ? Est-ce que c'est vrai juste pour nous ou est-ce que c'est vrai pour... question. Encore une fois, c'est pas que les notions usuelles de temps sont fausses, ce sont des approximations. D'accord ? Donc si je pars de maintenant pour nous ensemble dans cette chambre, c'est bon parce que c'est à moins de quelques nanosecondes qu'on s'en fout des nanosecondes. Ouais. Alors quand on pense à l'univers tout entier, on peut négliger les détails. On peut, au lieu de penser effectivement au temps qui se passe ici, là, sur une galaxie, sur l'autre, on peut penser à une sorte de temps moyenne. Et le temps moyenne, grosso modo, dans chaque galaxie, du Big Bang à un certain moment, ça peut être grosso modo 14 milliards d'années. On n'ose plus dire maintenant, mais grosso modo, ça marche. Grosso modo. Donc, dans les modèles approximés qu'on utilise pour l'univers, on utilise ce temps commun. Mais c'est complètement faux dans les détails. Par exemple, deux galaxies, on voit dans le ciel des galaxies qui se rencontrent, donc, qui ont été séparées pour longtemps et se rencontrent. Alors quand elles se rencontrent, elles n'ont pas la même âge à partir du Big Bang. Un est plus vieil et un est plus jeune. Donc si je prends au sérieux ce temps-là, je suis en train de dire qu'il y a deux temps qui se rencontrent, ce qui n'a aucun sens. D'accord ? Donc ce temps-là n'est pas un temps à prendre au sérieux précisément, mais quand même, vous savez, les physiciens commencent à travailler avec des approximations, toujours. Pour un physicien, une vache, c'est une sphère ronde de 2 mètres de diamètre qui produit un flux constant de lait. Voilà. Donc l'univers, en première approximation, c'est uniforme, tout égal, parfait. Alors dans cette approximation, il y a un temps commun. Mais dès qu'on se rappelle que l'univers n'est pas uniforme, qu'il y a des masses, il y a même des trous noirs, etc., on voit que cette notion de temps cosmique,
ça ne fonctionne pas pour décrire les détails de ce qui se passe. Oui, parce que ce serait compliqué d'aller dans les détails de ce que vous écrivez dans votre bouquin. Mais puisque chacun a son temps propre, après, vous décrivez le temps propre de chacun, enfin, je dis vous, mais c'est beaucoup de physiciens, comme un cône de lumière, en fait, sur notre futur et notre passé. Si on se positionne, nous, dans notre instant présent propre comme un point, on a un cône de lumière qui descend vers le passé, un cône vers le futur, qui sont des cônes qui déterminent en fait les frontières de ce qui peut être notre futur et notre passé, Correct. déterminées par la vitesse de la lumière, qui est le maximum de ce qu'on pourra atteindre avec le temps. Et finalement, ça donne des très jolis sabliers qui définissent les espaces-temps de chacun. Oui. Et ce qui est assez fou, c'est que quand on met ça en perspective, ce que vous faites avec la déformation possible de l'espace-temps dans la physique d'Einstein, on peut avoir des sabliers qui se rejoignent, et des sabliers où le futur de quelqu'un devient le passé, et où finalement on pourrait avoir des boucles où le futur remange le passé auparavant. Ouais. Ça, c'est de la science-fiction absolue, ou c'est théoriquement possible d'avoir des boucles où le futur redevient le passé, où finalement ce voyage dans le temps redevient possible? On ne le sait pas. C'est une des choses qu'on ne sait pas. La relativité générale permet des solutions comme ça. Donc, la théorie semble dire que ça, c'est possible. Et moi, je pense que ce soit possible. Par exemple, on voit plein de trous noirs dans le ciel. Les trous noirs tournent, sont décrits par une solution qui s'appelle la solution d'Ecker. Et dans la solution d'Ecker, il y a des courbes comme ça. Donc, si on peut s'approcher assez d'un trou noir, rentrer, on pourrait faire un tour retourner au même point de l'espace-temps en allant dans le futur. Comme on n'a jamais expérimenté des choses comme ça, il y a quelqu'un qui dit mais peut-être il y a quelque chose qui empêche ça. C'est ouvert. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a quelque chose. Peut-être il y a quelque chose qui empêche ça. Parce que finalement, l'idée qu'il y a quelque chose qui empêche ça, c'est un peu l'idée qu'on a, mais finalement, en réalité, le passé, c'est le passé, le futur, c'est le passé, donc l'univers ne peut pas se permettre d'être si étrange. Mais moi, je pense que l'univers peut se permettre d'être très étrange. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer un scénario à la Retour vers le futur, où on retrouve nos parents jeunes, et où on bouleverse complètement le cycle du temps. Enfin, on pense souvent à ces paradoxes temporels quand on parle de science-fiction. Les équations permettraient ça. Oui, les équations le permettent, mais je pense qu'on fait beaucoup de confusion là, parce que... et je pense que ça a été éclairci. Par exemple, les philosophes, il y a un très bel article de David Lewis, philosophe américain, sur ça. D'accord. Quand on pense au paradoxe du temps, on dit mais c'est impossible de rentrer dans le passé, d'aller à le passé, parce que si j'allais dans le passé, je pourrais tuer mon grand-père, et donc moi je ne serais pas là, et donc voilà, je crée un paradoxe, parce que moi je suis là, qui l'a tué, voilà. C'est paradoxal. Mais cela mélange des choses, mélange l'histoire physique qui suive les lois de la physique, avec l'approximation dans laquelle je pense d'être libre de faire ce que je veux. L'univers est ce qu'il est. Il ne change pas parce que je désire faire quelque chose. Je désire faire quelque chose, bien sûr, mais ça peut être décrit en termes de loi de physique. Donc, l'histoire de l'univers est l'histoire de l'univers. C'est possible que dans cette histoire de l'univers, il y ait une ligne de futur qui rentre sur elle-même. Et donc, il y aurait par exemple la possibilité d'une mémoire qui se rejoint elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire, voyager dans le passé? Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai mémoire du futur. Parce que ça veut dire ça, rien d'autre que ça. Bon, il n'y a rien de paradoxal aujourd'hui avoir de la mémoire de le futur. D'accord? Il y a quelque chose de paradoxal si je pense que je suis libre de briser les lois de la physique et donc que j'ai la mémoire du futur et je veux faire quelque chose pour que cette mémoire soit fausse. Mais là, je suis en train de mélanger l'approximation dans laquelle je ne connais pas la microphysique et donc je pense d'être libre avec la non-approximation des lois exactes de la physique. Donc, c'est de la confusion. Oui, ça rejoint des problématiques de libre arbitre et d'autres choses encore très complexes. Qui n'ont rien à voir avec la physique fondamentale. C'est de la métaphysique après. Voilà, il ne faut pas mélanger les choses, je pense. Bon, alors restons dans la physique. Vous parlez des trous noirs, on peut passer dans l'infiniment petit aussi, qui est votre domaine de recherche avec la théorie de la gravité quantique à boucle. Et vous parlez beaucoup aussi de cette échelle
échelle-là, échelle à laquelle le monde est granulaire. Dites-vous, est-ce que et le monde est granulaire, y compris l'espace-temps, qui devient lui-même discontinu. On perce encore une fois une notion qui nous paraît tellement intuitive et de sens commun que ça, c'est un peu compliqué à appréhender. Mais la réalité du monde à petite échelle, c'est que c'est discontinu, c'est pas continu comme on a l'habitude de le voir. Qu'est-ce que vous entendez par monde granulaire ? Alors là, c'est la théorie dans laquelle on travaille depuis des années, des décennies maintenant. C'est une théorie assez développée, mais encore une fois, ce n'est pas une théorie établie. Ouais. Donc, il n'y a pas de preuve expérimentale. Voilà, donc c'est la tentative de mettre ensemble tout ce qu'on a appris avec l'espace-temps et duquel on a parlé jusque-là avec la mécanique quantique. Et la granularité, ça vient de façon assez simple, intuitive. La lumière est faite de photons, ce sont des grains de lumière. Ouais. L'espace-temps, c'est aussi un champ comme les champs électromagnétiques. L'espace-temps lui-même doit être fait de grains, de quanta d'espace-temps. Et ce que la théorie de la gravité quantique à boucle fait, c'est d'écrire les équations qui décrivent ces quantas d'espace-temps. La partie non intuitive, c'est que ces quantas ne sont pas dans un espace. Ils ne sont pas en train de bouger dans un espace. Ils sont eux-mêmes l'espace. Est-ce que c'est vraiment si non intuitif? Encore une fois, on a appris à l'école à penser aux espaces continus, aux nombres réels qui sont continus, à cette idée qu'entre deux choses, il doit toujours y en avoir une autre, entre deux points, il y en a toujours une autre. Mais est-ce que c'est vraiment continu? Moi, j'ai trouvé des textes du Moyen-Âge qui disent, les temps, évidemment, il y a un intervalle minimum de temps, et donc le temps, c'est un intervalle, deux intervalles, trois intervalles, il n'y a pas rien entre les deux. Donc, je pense qu'une fois qu'on s'habitue à l'idée que l'espace puisse être fait de graines élémentaires, et entre une graine et une autre graine, il n'y a rien. C'est l'intervalle minimum. Je peux prendre un intervalle d'espace, divisé en deux, encore en deux, encore en deux. À un certain moment, je m'arrête. C'est l'unité originale. Et donc... C'est l'échelle de Planck, ça vous le dites. On arrive à l'échelle de Planck où on ne peut plus descendre en dessous en termes d'espace et de temps. Parce que ça n'a aucune signification de descendre en dessous. Et même le temps. Il y a une graine élémentaire du temps. Et moi, je trouve ça assez convaincant. La mécanique quantique nous force à dire ça. Donc on a une échelle minimale, c'est 10 puissance moins 44 secondes, le temps de Planck, du coup. Et donc ça fait 1 100 millionième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde. Je pense que vous contrôlez combien... En tout cas, 10 puissance moins 34. C'est ça. Et aujourd'hui, on a des horloges incroyablement précises. Mais on est beaucoup au-delà de la précision des horloges. On ne le voit pas. Mais en imaginant à cette échelle, ça voudrait dire en un sens, ce serait un peu comme un jeu vidéo qui rame. Le monde avancerait par saccades entre chacun de ces grains de temps. C'est ça. Ce serait l'unité saccadée, quoi. Voilà. On saute d'une configuration à l'autre localement, pas tous ensemble. Et sans passer par rien entre les deux. Il n'existe rien entre deux sauts. Il y a un autre principe quantique que vous manipulez, c'est celui de l'indétermination quantique, la superposition des états, ce qui est parfois vulgarisé, qu'on peut avoir l'habitude d'entendre à propos d'électrons ou à propos de particules élémentaires, disant que entre deux points de son voyage, la particule est indéterminée. Elle est à la fois dans deux trajectoires différentes, par exemple, deux choses différentes. Et ça, en fait, on peut l'appliquer à l'espace-temps lui-même, quand il devient quantique, potentiellement. Enfin, c'est la théorie aussi, encore une fois, que vous travaillez. Oui, c'est la théorie. Mais ça aussi, tous les tentatives, ou presque toutes les tentatives de comprendre les propriétés quantiques de l'espace-temps nous amènent à ça. Et aujourd'hui, il y a des expériences proposées dans les dernières 2-3 ans. Donc, c'est très récent, ça. Pas encore fait, mais proposé, qui devrait mettre en lumière ça, donc l'effet de ça. Donc ça veut dire que la géométrie de l'espace n'est pas fixée. Cette idée de l'espace courbe, du temps flexible qui peut aller plus vite, plus lent, plus lente, n'est pas fixe. N'est pas... Donc on pourrait avoir une superposition quantique d'un temps plus bref, un temps plus long. Ou d'un espace courbe, un espace plate. On aurait plusieurs espaces-temps possibles en superposé. Plusieurs espaces-temps possibles en superposition. Et là, ça devient plus compliqué, évidemment, de penser à l'espace et le temps. Dans les équations de la théorie des boucles, les équations fondamentales qu'on connaît, il n'y a pas de variable temps. Pas du tout. On reconstruit
la variable temps a posteriori comme une approximation à partir des autres variables. Donc c'est un monde sans temps dans lequel vous dites les événements peuvent quand même se dérouler, mais ils n'ont pas besoin de la variable temps pour se... Ouais. Je ne sais pas si le mot dérouler du coup convient, mais en tout cas il y a des événements il peut y avoir une suite d'événements. Oui, je pense qu'il faut penser toujours en termes d'événements. Parce que la physique, c'est pas... L'imagine intuitive, c'est pas un monde gelé où le temps ne passe pas. C'est le contraire. C'est des événements, mais des événements qui ne sont pas ordonnés dans un temps commun, dans aucun sens. Mais finalement, si on a un monde dans lequel des événements peuvent se succéder et avec du mouvement, mais sans temps, est-ce que ce n'est pas qu'une simple question de sémantique ? C'est un peu ce qu'on appelle le temps, finalement, la possibilité de se déplacer. Absolument. Absolument. Et absolument, c'est une question de sémantique. Et c'est ça la confusion. On utilise le mot temps et le mot temps a plein de poids associés. Donc, on y met plein de choses. Ouais. Et donc, par exemple, est-ce qu'une fois que le temps n'est pas le même pour nous deux, est-ce qu'on l'appelle toujours temps? Oui, pourquoi pas. Est-ce que quand je ne fais pas l'addition futur et passé, est-ce qu'on l'appelle toujours temps? Oui, pourquoi pas. Quand je suis au niveau de la gravité quantique, les évolutions, on l'appelle encore temps. Oui, pourquoi pas. Mais après, on fait une confusion parce que ça ne veut pas dire que ce qu'on appelle d'habitude temps existe à ce niveau-là. Ouais. Donc, le mot temps peut signifier toutes sortes de choses différentes et il faut le déconstruire, séparer tous les différents niveaux et voir lequel apparaissent à chaque approximation. Parce que ce serait le monde quantique qui est probabiliste, où les événements se déroulent de façon avec une probabilité d'arrivée, mais beaucoup moins causale que ce qu'on a l'habitude de voir dans notre univers, avec des boules de pétanque qui s'entrechoquent, cause-conséquence assez simple. Dans le monde quantique, c'est probabiliste, et donc ce temps, ce monde sans temps serait comme ça probabiliste, où des événements arriveraient, mais on ne sait pas trop... on ne sait pas trop dans quel ordre, on ne sait pas trop de quelle manière ça se coordonnerait. C'est comme ça qu'il faut un peu l'imaginer. Moi, je l'imagine comme ça. On a des équations, on a une intuition sur ça. On peut utiliser, et on est en train de chercher d'utiliser ces équations pour comprendre des phénomènes. Qu'est-ce qui se passe au centre du trou noir? C'est un monde avec une temporalité complètement différente de celle à laquelle on a l'habitude, sans doute. Tant qu'on est dans l'infiniment petit, dans la théorie, dans l'hypothèse, au-delà de la flèche du temps qui, elle, donne la direction entre passé et futur, il y a ce qu'on appelle aussi le moteur du temps. Qu'est-ce qui fait finalement, de façon très simple, on dit le temps passe, contrairement à l'espace dans lequel on peut s'arrêter, faire une pause si on a envie de s'arrêter. Ce moteur du temps, vous évoquez ce principe quantique qui est une des hypothèses pour expliquer ce moteur du temps, qui vient encore une fois du principe d'indétermination et qui est la non-commutativité des phénomènes. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oui, ça c'est une idée absolument fascinante que j'ai héritée, j'ai appris par Alan Kohn, le très 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 grand mathématicien français. Je me rappelle la première fois qu'il m'a expliqué ça. Et c'est très proche d'une idée que moi aussi j'avais sortie à ce temps-là sur l'origine statistique du temps. Et finalement, c'est lui qui m'a dit mais écoute, cette probabilité statistique n'est pas seulement dans la vision flux du monde que nous avons parce qu'on ne contrôle pas tous les variables microscopiques, mais c'est dans la mécanique quantique elle-même, c'est dans la grammaire élémentaire du monde. Et donc, il y a cette probabilité quantique qui est celle qui nous disent... alors, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails de la mécanique quantique, mais la mécanique quantique... Ça serait un peu long. Une particule n'a pas une position, une vitesse fixe. Non, si je connais la position, je ne connais pas la vitesse. Ce qui veut dire que si je regarde la position et après je regarde la vitesse, c'est différent que si je regarde la vitesse et après je regarde la position. C'est pas interchangeable, c'est ça? C'est pas interchangeable. Et ça donne une ordre primordial, c'est-à-dire une différence entre faire A et B ou faire B et A. Et c'est lié à l'indétermination quantique, au fait que les choses ne sont pas déterminées. Il n'y a pas A et B, mais il y a A et après B, ou B et après A. Donc, et là, il y a le début de ce qu'on appelle la différence entre un temps et un autre temps. Donc, au niveau comme ça des particules élémentaires, à cette échelle de temps et d'espace, on a un ordre finalement qui serait un ordre
Un début d'ordre naturel qui serait un début de temps. C'est un début d'ordre naturel, qui n'est pas un ordre global, c'est un ordre des événements individuels, l'un et l'autre. Donc, ils ne peuvent pas se passer en même temps. Et ça, c'est le cœur de la source du temps, que comme je pense, la grande intuition d'Alain est que c'est dans l'indétermination quantique, c'est le cœur de la source du temps. Et ce qui est beau, c'est qu'à partir de là, ensemble avec Alain, on a trouvé une façon de mettre ça en équation, de partir de la non-commutativité. La grande découverte de la mécanique quantique, c'est que le monde est décrit par des variables qui sont non commutatifs, dans un algèbre non commutatif en termes techniques. Et la beauté du travail mathématique d'Alain, qu'il avait montré que les algèbres non commutatifs ont naturellement une espèce de flux, un groupe en paramètres et transformations, une temporalité. Vous avez retrouvé dans les équations peut-être la source du temps, l'équation du temps. Oui. Et moi, en même temps, j'avais trouvé quelque chose de similaire dans la mécanique classique, que c'était la version approximée, très simple, simplifiée, de la mathématique d'Alain. Donc, on s'est enthousiasmé sur ça. Et je pense que c'est son intuition que le cœur de la temporalité, une fois qu'on enlève la flèche, on enlève le fait que le temps est global, tout le monde. On enlève ça, qu'est-ce qu'on trouve à la l'essence fin? Du temps, c'est la non-commutativité quantique. Donc c'est ça qui resterait. Il resterait finalement du temps, ce moteur du temps, qui serait ce qui nous reste comme concept auquel nous raccrocher après avoir détruit tout ce qu'on connaissait du temps aujourd'hui. Oui. Et je le trouve très fascinant. Il faut se dire que c'est pas tout clair, là, hein, on n'est pas dans la clarté absolue. C'est très théorique. C'est théorique, il y a des intuitions fortes, et il y a quelque chose, je pense, encore à comprendre. Après avoir déconstruit un petit peu toutes ces façons de penser le temps, si on revient à l'échelle supérieure et qu'on reprend ce concept d'entropie qui permet de penser à notre échelle, donc vous disiez l'entropie croît avec le temps dans l'univers de façon pas forcément constante, mais de façon continue, enfin de façon unilatérale, que dans un seul sens. Donc on va vers un univers de plus en plus froid, de plus en plus dissous, et certains physiciens pensent plutôt que l'univers pourrait, à l'inverse, se recontracter in fine et revenir vers un espèce de Big Crunch à l'inverse du Big Bang. Est-ce que ce serait une option, une hypothèse qui permettrait de voir s'inverser l'entropie? Est-ce que l'entropie permettrait cette fin de l'univers où l'univers finalement reformerait l'inverse du Big Bang? Finalement, la question, c'est est-ce que la fin de l'univers est programmée par l'entropie à nous entraîner vers la fin des temps et la dissolution absolue et le refroidissement absolu de tout ce qu'on connaît? Alors, il y a eu des discussions il y a 20 ou 30 ans sur si l'univers s'arrête d'être en expansion et commence à recontracter, si dans un certain sens la flèche du temps se renverse. Je pense qu'on a éclairci que ce n'est pas ça. D'accord. La flèche du temps, ça ne change pas si l'univers commence à recontracter. Maintenant, les indications de l'astronomie semblent dire que l'univers ne va pas se recontracter, en tout cas, va continuer l'expansion et de plus en plus vite. Oui, parce que l'expansion s'accélère en plus. C'est accéléré en plus. Moi, je dis toujours, oui, attention, tous les 5 ans, ça change. Donc, il ne faut pas penser trop au futur, parce que le futur est très très loin. Donc on va encore peut-être changer d'idée. Mais pour ce qu'on comprend maintenant, effectivement, la chose plus probable, c'est que l'univers est toujours plus expansion, toujours plus froid. Et je ne suis pas convaincu que cela veut dire la mort thermique de l'univers, rien ne va plus se passer. Parce que il n'y a pas une vitesse absolue de comment les choses se passent. Il y a toujours une vitesse relative. Donc, je vais le dire de façon très simpliste. Pour une mouche qui vit quelques jours, plein de choses se passent dans beaucoup moins de temps que moi. Elle est très vite à voler et faire des choses. Alors, moi, j'ai cette fantaisie dans un univers 100 milliards d'années dans le futur, tout est plus froid, tout se passe plus lentement, mais il y a quand même ce grand animal qui bouge très très lentement et qui a une vie normale comme la mienne. Dans ce cadre... Ça nous laisse un petit peu de temps, 100 milliards d'années. Voilà. On ne sait pas ce que va se passer dans le futur très très loin. Et si on met ça avec l'idée
que finalement l'entropie et donc tous les phénomènes ordonnés dans le temps ont un caractère de perspective, on voit que c'est plus compliqué que non la mort thermique de l'univers. Et je pense que, on ne sait pas. Pour répondre à la question que je posais en introduction, on ne va pas vers la fin des temps. On ne peut pas imaginer. Non, moi je ne vois pas la fin des temps. Je vois la fin de ma vie, la fin de la Terre, la fin du Soleil, ça on le voit assez bien. Peut-être la fin de notre civilisation, si on n'est pas, si on est stupide comme c'est bien parti pour. Comme on est en train d'être. Mais la fin des temps, je ne vois pas d'évidence vers ça. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas, Carlo Rovelli, pour toutes ces explications fascinantes et vertigineuses. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le temps et que finalement on en vient aussi à la conclusion que l'approximation c'est bien à notre échelle et que c'est bien de pouvoir explorer les détails, mais que finalement humblement à l'échelle macroscopique, le temps existe et passe, ma foi, comme le disent aussi les philosophes. Merci à Roman qui a réalisé cette émission, et merci à vous tous de continuer à nous écouter. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, et vous pouvez d'ici là écouter nos autres podcasts sur Ouzbek Erika. À très vite.